Donc nous abordons maintenant la deuxième partie et le vif de ta question sur l'origine de l'Union européenne. Mais avant ça, je veux faire un tout petit retour en arrière, parce qu'il y a un élément très important que je n'ai pas cité dans la première partie, et qui pourtant va avoir, on va voir des retombées sur l'idéologie de l'Union européenne. C'est l'Empire carolingien. C'est un empire très bref, Charlemagne, sacré en 1800, c'est un empire très bref qui va recouvrer principalement la France, le nord de l'Espagne, l'ouest de l'Allemagne, la Belgique, mais c'est un empire qui dure très peu de temps, d'une part, dure 2 générations, d'autre part qui ne s'étend pas considérablement, mais c'est le modèle, hein, le père fondateur pour les européistes, c'est le père fondateur de l'Union européenne, au point qu'ils vont créer un prix qui s'appelle le prix Charlemagne et qui, chaque année, honore une personne ayant, selon eux bien sûr, notablement travaillé à la construction européenne. Je dis selon eux parce qu'on a eu par exemple M. Bill Clinton, dont on ne voit pas bien ce qu'il vient faire dans la construction européenne a priori, qui a reçu ce prix. Alors, nous arrivons donc à la période moderne, c'est-à-dire la construction européenne à proprement parler. Alors, le premier projet de construction européenne, ce n'est pas comme on peut le croire bien souvent la déclaration Schuman de 1950, mais c'est un projet qui est antérieur, qui est un projet germano-italien de construction d'une nouvelle Europe, en allemand dit Neue Europa, et qui a été élaboré en 1938 sous les gouvernements respectifs de M. Hitler et de M. Mussolini. Et le véritable, la genèse véritablement de l'Union européenne, elle est à chercher là. Alors ça peut paraître bizarre parce que nous sommes tellement habitués à considérer M. Hitler et Mussolini comme des monstres absolus que nous n'imaginons pas que la politique qu'ils ont conduite puisse avoir encore de nos jours des incidences sur notre réalité. Pourtant, c'est le cas. Puisque la Nouvelle Europe, c'est un projet de construire un empire européen autour de l'Allemagne, bien sûr, qui était de loin la puissance dominante des deux contractants. Et ce traité de Nouvelle Europe a été négocié par un dénommé Walter Hallstein, qui était un juriste allemand, bien sûr membre du parti nazi, c'était une obligation. Pour atteindre quelques postes de responsabilité que ce soit, il fallait être membre du NSDAP. Et ce monsieur Walter Hallstein va élaborer le traité fondant la Nouvelle Europe. Puis il va disparaître, si j'ose dire, monsieur Hallstein dans la guerre. Il va être fait prisonnier en France par les États-Unis qui ont débarqué en 1944. Il va être recyclé dans un camp de rééducation idéologique aux États-Unis, car beaucoup de nazis sont passés par des camps de réforme, si j'ose dire, pour extirper d'eux les miasmes du nazisme. Et puis il va être en 1948, c'est-à-dire 4 ans plus tard, recyclé, si j'ose dire, en Allemagne. Il va devenir ainsi le premier ministre des Affaires étrangères de Konrad Adenauer, qui est le premier gouvernement indépendant d'Allemagne, qui doit dater de 1951. Il va participer en tant que tel à la négociation du traité de Rome, qui va fonder ce qui est maintenant l'Union européenne, et il va devenir le premier président de la Commission européenne, ce coup de mémoire de 1958 à 1967. Je ne garantis pas les dates, mais enfin c'est la période à peu près. Et on voit donc là qu'il y a une filiation, une sorte de quasi-continuité entre le projet de la Nouvelle Europe, du Neue Europa hitlérienne, et le projet de construction européenne tel qu'il est élaboré, tel qu'il est projeté dans le traité de Rome. Donc voilà pour la genèse de la construction européenne. On le voit, c'est une genèse qui est d'abord historique, transhistorique, qui est une genèse qui a un caractère impérial, c'est-à-dire que le modèle, c'est toujours le modèle de l'Empire, au point d'ailleurs que monsieur Maire, qui est l'actuel ministre de l'économie en France, qui est un européiste
convaincu et ardent, a pu dire récemment que l'Europe devait se transformer en un empire pacifique. Alors, voilà, c'est assez amusant comme expression, ça s'appelle un oxymore. En français, c'est un mot savant pour décrire une expression qui prend deux termes qui sont contradictoires entre eux. Un oxymore célèbre d'un poète qui parle de la lumineuse clarté de la nuit. Hein. Eh bien, parler d'un empire pacifique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est soit un empire, soit c'est pacifique. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. La nuit, c'est sombre, la lumineuse clarté, ça ne peut pas être dans la nuit. Eh bien, autant en poésie, un oxymore peut être instructif, source d'imagination, autant dans la réalité, et en particulier dans la réalité politique, l'oxymore ne fait que nous enfermer, que nous faire nous bloquer dans une impasse, parce que s'agit-il d'un empire ou est-il pacifique? Un empire pacifique, ça n'existe pas. Par définition, un empire a vocation à dominer. C'est ça un empire, c'est dominer sur les autres, bien évidemment. Et pour dominer, ben, ma foi, la paix est un assez médiocre moyen. On n'a jamais, en gros, trouvé mieux que la violence, sous une forme ou sous une autre, pour exercer son empire sur les autres. Donc l'empire pacifique, ça fait sourire. Moi, ça me fait sourire. Voilà, ça participe des éléments de propagande, des éléments de langage. Hein. Du moment qu'on a dit pacifique, alors, ma foi, tout le monde peut être d'accord. Donc il s'agit d'un projet impérial. Un projet impérial, ça s'oppose à un projet national. Et là, il faut revenir sur quelques fondamentaux très rapidement, parce que je sais que tu me comptes le temps, mais sur qu'est-ce que c'est qu'une nation. Je renvoie là au très beau livre, la très belle conférence d'Ernest Renan sur justement qu'est-ce qu'une nation. Mais une nation, on peut dire très rapidement, c'est un peuple, une langue, un territoire, des frontières, une monnaie, une histoire partagée, donc des souvenirs en commun, et l'ambition, le souhait, le vœu de ce peuple de continuer l'aventure commune. C'est, en résumé très grossièrement, ce qu'exprime Ernest Renan. Et l'Empire, lui, à contrario, va s'opposer aux nations, et même l'Empire a, vis-à-vis des nationalités, une position belliciste, guerrière. Les nations sont un ferment de division au sein de l'Empire, et il faut donc les étouffer, voire les faire disparaître le plus possible. Alors on a vu combien d'ailleurs dans la chute de l'Empire austro-hongrois, le réveil des nationalités, je pense en particulier à la nationalité hongroise, mais également aux bosno-serbes, ce réveil des nationalités a joué comme ébranlement primitif de l'Empire austro-hongrois. Tout empire cherche à annihiler les nations. Et le projet d'empire européen, puisque c'est de cela qu'il s'agit, en tout cas M. Maire nous le dit, le projet d'empire européen passe évidemment par l'annihilation des nations, la disparition des nations. Et pour faire disparaître une nation, en particulier une nation française, il n'y a pas de meilleur moyen que de faire disparaître son État. Car l'État, c'est, on peut dire, la formule est peut-être un peu radicale, mais je crois qu'elle est assez heureuse, on peut dire que l'État, c'est le bras armé de la nation. C'est son outil pour agir dans le réel, sur elle-même et dans ses relations avec l'extérieur. Donc faire disparaître les États-nations, eh bien, ça va être très tôt, d'emblée, inscrit dans le traité de Rome, hein, qui est le premier traité. Les traités sont emboîtés comme des poupées russes pour déboucher finalement sur le traité de l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui reprend en compte l'ensemble des traités qui ont été signés. Mais à l'intérieur du traité de Rome se trouvent déjà en germe les prémices de ce que les nations doivent s'effacer au profit du centre, représenté par aujourd'hui la Commission européenne de Bruxelles en particulier. Alors cette destruction des États-nations, c'est un passage obligé, c'est un passage obligé pour le succès de l'Empire. Et toute nation qui s'oppose à l'Empire est évidemment un gêneur. Quand on regarde la carte des pays européens, force est de constater qu'il y a peu de nations capables de s'opposer à l'Empire. Dans l'histoire récente,
On a connu la Grande-Bretagne, bien sûr, qui a été pendant un an au moins seule face à l'Allemagne hitlérienne, en 1940 et 1941. Il y a bien sûr aussi l'exemple de la France, qui a, avec l'image particulièrement glorieuse du général de Gaulle, dans la personne du général de Gaulle et dans son gouvernement de 1958 à 1969, marqué le primat de l'État-nation France sur la relation à l'Empire qui était là, devenu depuis la Seconde Guerre mondiale, qui n'était plus directement l'Empire allemand, mais qui était l'Empire états-unien. Et en gros, que ces deux nations qui sont capables de ça. Le reste, les autres nations, je pense à la Belgique, aux Pays-Bas, ou même à l'Italie, n'ont pas la capacité, ni l'épaisseur historique, ni la capacité matérielle, car il faut les moyens de lutter contre l'Empire.